Nous allons donc reprendre nos échanges après cette séance sur les blocages et les leviers, les échanges avec messieurs Kriki et Badré. À présent, on va venir sur un autre sujet qui a été au cœur d'une partie de vos questions hier et ce matin, la question de la traduction en langage juridique des mesures et des propositions que vous aurez. Et on vous a dit que vous ne serez pas tout seul pour faire ça, bien évidemment. Vous aurez, pour vous appuyer, un ensemble de praticiens du droit qui sont ici présents, qu'on appelle le comité légistique. Voilà, c'est un terme qui n'est pas commun, mais comme ça, nous pourrons tous briller en société avec ce comité légistique comme nouveau mot de vocabulaire. Et ils nous ont fait le plaisir d'abord d'attendre, parce qu'on les remercie beaucoup d'avoir accepté que nous décalions leur horaire de passage afin de pouvoir mener à bout la discussion précédente. Donc, merci beaucoup à vous de votre souplesse. Et par ailleurs, ils vont nous passer du temps avec nous, l'heure qui vient, pour vous expliquer comment ils vont être en appui au travail de la Convention citoyenne. Donc dans ce comité, il y a de nombreuses personnes, vous voyez là, 5 personnes. Nous allons d'abord faire connaissance avec elles, et après quoi, Delphine Edary et Marine Fleury, ou Delphine Edary, vous allez toutes les deux finalement nous donner un mode d'emploi pour bien travailler ensemble au sein de cette convention, pour que les propositions qui soient faites ici aient le plus d'impact possible. La parole est à vous. Je vous laisse peut-être vous succéder au micro afin que nous fassions connaissance avec vous. Merci beaucoup. Donc moi c'est Marine Fleury, donc je suis, comme c'est écrit, maître de conférences en droit public à l'université. Alors c'est un nom un petit peu barbare pour en fait dire que je suis enseignant-chercheur. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je travaille en fait sur les questions de démocratie, et notamment sur les questions de démocratie participative, questions qui m'ont conduite naturellement à parler des questions environnementales, parce qu'en fait, l'environnement, c'est un terrain d'expérimentation depuis longtemps en matière de démocratie participative, dont vous êtes une nouvelle expression. La deuxième raison, c'est que mon travail de chercheur en droit me permet d'avoir une certaine connaissance et des avis et des opinions bien formées sur la manière dont le droit encadre les questions environnementales, et qui m'a conduit en fait à développer une activité militante que je mène auprès d'ONG notamment, et principalement de Greenpeace, et qui me vaut en fait d'être une des mains qui a écrit le recours dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle l'affaire du siècle, et qui engage en fait, qui dénonce l'insuffisance des politiques publiques en matière de lutte contre le changement climatique. Donc voilà. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Samuel Charlot, je suis fonctionnaire au CESE, je travaille au CESE dans une commission de travail, une formation de travail. Dans le jargon CESE, c'est une section qui est la section de l'environnement, donc je travaille disons, quotidiennement sur les questions de droit de l'environnement et plus généralement les questions environnementales. Merci à vous. Merci Samuel. Et je me permets tout de suite de vous demander des excuses parce que nous n'avons pas mis les noms des trois administrateurs du CESE qui vont vous accompagner. Donc ça sera rajouté, bien sûr, avant d'envoyer ce PowerPoint aux participants. Mais encore nos excuses. Bonjour, Serge Perron, je suis donc administrateur au CESE. J'ai travaillé principalement sur des questions d'environnement, de logement et tout récemment sur les questions relatives à la lutte contre la grande pauvreté. Bonjour à tous et à toutes, je suis le troisième du trio, donc je suis Jean-Baptiste de Franqueville, je suis également administrateur au CESE. J'étais administrateur à la section de l'environnement. En ce moment, je m'occupe de la Convention citoyenne. Je suis un des administrateurs qui assure le soutien. Et j'ai travaillé pendant 5 ans au ministère de l'écologie, où je me suis pas mal occupé de questions de transport, donc le transport terrestre et transport maritime. Bonjour, je suis Delphine Edary, je suis membre du Conseil d'État. J'y travaille dans les fonctions consultatives, c'est-à-dire de conseil juridique sur les projets de loi et de décrets que prépare le gouvernement dans le secteur environnement, énergie, transport, logement. J'ai par le passé déjà contribué à œuvrer en faveur de l'amélioration du droit de l'environnement en étant responsable de la préparation de la charte de l'environnement, celle qui est maintenant dans la Constitution. C'était déjà une expérience de participation du public, une première,
à la préparation d'un texte qui s'est retrouvé dans la Constitution, donc c'est possible. Et puis après, j'ai notamment présidé les États généraux de la modernisation du droit de l'environnement, qui était une autre étape visant à améliorer notamment l'efficacité des dispositifs en matière d'environnement, et ça a notamment donné lieu à l'autorisation unique en matière environnementale. Alors je vais aujourd'hui vous présenter ça commence avec 3 petites fiches. On a essayé la façon dont on peut, de chercher la façon dont on peut vous aider pour que les propositions, les idées que vous aurez puissent le plus facilement possible se retrouver reprises dans des textes ayant une force obligatoire. Delphine, je vous permets de vous arrêter de 15 secondes pour donner les règles du jeu. Vous allez intervenir pendant une petite trentaine de minutes à 2 voix, oui, c'est bien ça, moins, on verra. Un petit peu moins. Et après, il y aura un temps de questions-réponses, tout en gardant l'horaire des auditeurs de fin. Mais ça vous semblait important d'avoir d'abord un temps d'exposé sur ces clés de lecture qui vont aider le groupe, qui vont vous aider à avancer en tirant le meilleur profit de l'appui que vous apportez le comité légistique. Merci beaucoup. Merci. Peut-être d'ailleurs un petit mot, ce mot de comité légistique, je crois qu'aucun de nous ne l'a choisi, je ne sais pas d'où il est venu. C'est un mot, ça signifie en fait, c'est en quelque sorte, ce sont les règles de rédaction des textes, voilà, pour faire court. Et en réalité, ça n'a pas en tant que tel, je pense, beaucoup d'intérêt pour vous, les règles de stricte méthode en tant que telle d'écriture, parce que on est là justement pour vous aider à traduire après en langage juridique. En revanche, ce qui est très important, c'est justement ce qui est résumé sur cette petite fiche, les questions à se poser pour prendre un texte juridique et pour avoir donc dans vos propositions et la plus forte probabilité de pouvoir être traduites dans un texte. Le plus important d'abord, c'est de définir quel est l'objet de la mesure que vous préconisez. À quoi elle doit servir? Pourquoi? C'est-à-dire pour traiter quel problème? Et pour aller vers quel objectif? Quel est l'objectif à atteindre? Et ces 3 questions, c'est vraiment le cœur de ce qu'il y a de plus important. Parce que si vous définissez l'objet, l'objectif de ce que vous souhaitez, après, on peut écrire. Mais c'est très important parce que ça conditionne aussi, ça vous aidera après à répondre aux questions qui suivent, qui sont des façons d'expliciter certains des éléments de ce que doit être la règle que vous proposerez de prendre. C'est-à-dire à qui ça va s'appliquer? On dit parfois le champ d'application de la règle, de la loi ou du décret, c'est-à-dire qui va être concerné? Peut-être tout le monde, mais peut-être que vous estimerez pour certaines règles, peut-être que ce sera pertinent que seulement ou les personnes privées ou que les personnes publiques, l'État, les collectivités locales, les hôpitaux, les établissements publics soient concernés, les entreprises, attention, il peut y avoir des entreprises privées publiques. Donc selon les mesures, cette question peut trouver une réponse qui sera variable. Où est-ce qu'on veut l'appliquer? Ça peut être sur l'ensemble du territoire. Pour certaines mesures, ça peut être de souhaiter qu'elles soient appliquées dans toute l'Union européenne. S'il y a des règles, par exemple, qui ont un impact sur la concurrence entre les entreprises, ça peut être intéressant qu'elles aient une application sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, voire sur l'ensemble du monde. Donc dans ces cas-là, ce sera de négocier des traités européens. Ou ça peut être seulement sur certaines zones du territoire, des zones urbaines ou des zones au contraire rurales, ou outre-mer, ou littorales, ou montagne. C'est une énumération pour vous donner quelques exemples pour illustrer. C'est quand veut-on que la règle entre en vigueur? Éventuellement pour combien de temps? Parfois on ne définit pas de durée, mais dans certains cas, ça peut être utile, par exemple pour des mesures incitatives ou pour des mesures qu'on veut mettre en œuvre progressivement dans le temps ou en fixant des seuils qui, au fil du temps, ne sont pas les mêmes. Et il peut y avoir la question des mesures transitoires. Est-ce qu'on prend des mesures sur une phase intermédiaire avant d'arriver à l'objectif final? Et dans le comment, alors ça va rejoindre une question qui a été évoquée déjà tout à l'heure par Michel Badré et plusieurs d'entre vous. Est-ce qu'on veut interdire, inciter, sanctionner, fixer des orientations, former? Il y a 3 petits points parce que ça n'est effectivement pas exhaustif. Ça peut aussi être former, informer, encourager des initiatives individuelles, locales, et différentes modalités.
Et dans le comment, c'était pas fini. Est-ce qu'on veut fixer dans le comment? Il peut aussi y avoir des questions de procédure. Est-ce qu'on veut fixer des critères d'éligibilité? Pour avoir droit à telle incitation, il faut remplir telle et telle condition. Il peut y avoir une batterie de conditions, par exemple, de mise en œuvre. Quand on en sera aux questions de modalité, ou peut-être j'en dis juste un mot, il faut penser que quand on fixe une règle, il faut penser aussi à la façon dont elle est contrôlée, et dont éventuellement on sanctionne le manquement. Et ça peut être aussi une question d'efficacité de la règle. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait une règle, il faut aussi qu'on puisse la contrôler, la mettre en œuvre. Si je fais un petit aparté, je ne veux pas être trop long. Donc, tout à l'heure, l'une de vous a évoqué la pollution des bateaux à Marseille ou Toulon. Voilà. Il existe des règles, par exemple, sur le taux de raffinage du pétrole utilisé par les bateaux selon qu'elles vont notamment dans un port qui est à proximité d'une zone urbaine. Ça existe, mais ce n'est pas forcément respecté. C'est un autre problème. Alors après, quand ce n'est pas respecté, il y a la question du contrôle. Quels moyens techniques on a pour contrôler, pour pouvoir détecter, mesurer? Quels moyens humains on a pour contrôler, après pour sanctionner, et puis après quelle politique pénale on a, etc. Voilà. Donc, c'est pas pour là vous compliquer trop les choses, c'est pour dire qu'il existe par exemple déjà énormément de règles et que dans certains cas, c'est la question de leur efficacité et de leur application qui peut être aussi un sujet. Voilà. Alors, si vous avez répondu à ces questions, si vous êtes dans les mesures que vous proposerez, si vous arrivez à faire des réponses à ces questions, à ce stade, après, justement, on peut mesurer les impacts. Là, se pose la question de la faisabilité technique, de l'efficacité, notamment de l'efficacité par rapport à l'objectif. Si ça a été évoqué tout à l'heure, alors il y a aussi le coût-efficacité. Ça a été évoqué pour l'amélioration de la qualité énergétique des logements. Ça coûte un certain montant. Qu'est-ce qu'on arrive à économiser comme consommation d'énergie? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Après, ce sont des arbitrages que vous-même vous pourrez rendre en étant éclairé sur ces aspects techniques. En ayant aussi à l'idée qu'il y a des coûts financiers, sociaux et parfois environnementaux, c'est-à-dire qu'il y a des mesures en faveur de l'environnement qui sont favorables à l'environnement dans un domaine et puis qui peuvent être défavorables dans un autre. Donc, essayez de penser que les impacts, il faut essayer de les voir de façon globale. Et puis avec tout ça, après, j'allais vous dire, le plus facile, c'est d'écrire le texte. Et on est là pour vous aider, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez réussi à répondre aux questions précédentes, on pourra à ce stade-là vous orienter et vous dire notamment plutôt dans quel type de règles ça rentre. Alors, on peut donc passer au deuxième tableau. Non, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si c'est assez grand. C'est une espèce de résumé de la hiérarchie des normes. Alors, plutôt que d'employer cette expression de juriste qui n'est peut-être pas très éclairante, je l'ai résumé dans ce tableau, j'espère qu'il sera un peu plus clair. Quel texte, qui peut le prendre et avec quelle garantie? Parce que, en fait, la hiérarchie des normes, c'est-à-dire le fait qu'il y a des règles qui sont au-dessus, la Constitution, les lois, les décrets, les arrêtés, c'est une façon, en fait, c'est une forme de garantie démocratique. C'est la garantie, notamment, pour dire trivialement les choses sur la hiérarchie des normes, que n'importe qui ne peut pas prendre n'importe quelle règle. Un ministre tout seul ne peut pas modifier la Constitution. Il faut des règles particulières de majorité qualifiée pour, par exemple, modifier la Constitution. Si je les passe en revue rapidement pour illustrer, dans la Constitution sont aussi annexés 3 textes qui sont des textes qui énoncent des principes de fond. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui énonce des principes, notamment le principe d'égalité, de liberté et l'ensemble des droits civiques auxquels nous sommes désormais habitués. Le préambule de 1946, ce sont les droits sociaux en matière d'accès à la santé, à l'éducation, de protection de la famille, de droit à l'emploi. La charte de l'environnement, ce sont les principes en matière d'environnement et en particulier le fait que la protection de l'environnement doit être recherchée au même niveau que les autres intérêts fondamentaux de la nation, que le développement économique et la protection sociale. Qui peut adopter ou modifier ces textes? Le Parlement réuni en congrès, c'est-à-dire qu'il faut une majorité des 3/5, donc une majorité plus importante que celle qui peut au quotidien adopter les lois. C'est une des garanties, on fait simple parce qu'on n'est pas là pour faire un cours de droit constitutionnel, mais il y en a un certain nombre d'autres garanties procédurales. On a ensuite les traités internationaux.
Ça a été un petit peu évoqué, et il y a des règles aussi qui lient la France, le traité de l'Union européenne, mais aussi un grand nombre de traités, dont certains sont protecteurs pour l'environnement, par exemple en matière de pollution maritime, pour revenir sur cet exemple, en cas de pollution, justement, d'émissions. Qui peut prendre, ce sont les États, donc signature du chef de l'État, et ratification par le Parlement ou par référendum. Nous avons le droit de l'Union européenne, qu'on dit parfois droit dérivé, c'est-à-dire le droit qui dérive du traité de l'Union européenne, avec des règlements ou des directives prises par le Parlement européen et le Conseil des ministres européens. Donc la France y est représentée, il y a eu les élections des députés européens il n'y a pas très longtemps, et les ministres sont les ministres français qui participent. Et le Parlement peut émettre aussi des avis. En dessous, nous avons les lois. Alors les lois, c'est l'article 34 de la Constitution qui dit qu'elle fixe les règles et les principes dans un certain nombre de domaines, notamment le droit des personnes, la protection de la liberté individuelle, la garantie de l'indépendance de la justice, la préservation de l'environnement en fait partie. Et puis, il y a aussi la possibilité de saisir donc ça, ce sont des projets préparés par le gouvernement ou des propositions préparées par les parlementaires qui doivent être votées par les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. Au titre des garanties, il y a le fait que quand ça émane du gouvernement, il faut l'avis juridique du Conseil d'État. Il y a bien sûr dans la procédure des amendements possibles, et puis les lois sont soumises au contrôle de constitutionnalité et doivent donc respecter la Constitution et l'ensemble du droit, des normes qui sont au-dessus dans le tableau. Il y a la possibilité de faire adopter de proposer l'adoption de certaines lois au référendum, lorsque notamment elles touchent à l'organisation des pouvoirs publics ou à des réformes de politique économique, sociale et environnementale. Il y a des conditions de procédure que je n'ai pas détaillées là, mais ça doit émaner notamment d'une proposition du gouvernement ou du Parlement. En dessous du champ de la loi, nous sommes dans le champ réglementaire. Alors le réglementaire, ça veut dire tout ce qui est acte pris par les administrations, les décrets, les arrêtés. Vous avez souvent entendu parler des circulaires. Je ne les ai pas écrites parce que normalement, elles n'ont pas de valeur réglementaire, sinon elles valent la même chose qu'un arrêté. Les décrets sont signés par le président de la République ou le Premier ministre sur proposition des ministres concernés par le secteur. Et ce sont soit des décrets pris pour l'application des lois, soit des décrets pris sur initiative du gouvernement. On dit parfois le pouvoir autonome du gouvernement de prendre des décrets dès lors que ça n'est pas dans le champ de la loi, dans le champ de ce qui est réservé aux législateurs, qui est, pour résumer, de fixer des principes dans un certain nombre de matières. Là aussi, il y a des garanties procédurales, l'avis du Conseil d'État pour certains décrets, l'avis d'instances consultatives, très souvent, et puis, là encore, le respect des règles supérieures qui peut être contrôlé par le juge administratif. Les arrêtés, ce sont d'autres formes de règlements qui sont généralement plutôt pour des normes techniques. Les décrets, c'est plus souvent des règles procédurales, par exemple, et ce sont les ministres qui peuvent les prendre, et là aussi, on a le même type de garantie que pour les décrets. Il n'y a pas dans ce tableau, mais là aussi ça a été un peu évoqué tout à l'heure, les actes des collectivités locales. Parce que là, on n'a parlé que des actes du gouvernement. Les communes, les départements, les régions peuvent aussi prendre des décisions qui doivent respecter les lois. Donc elles s'insèrent en quelque sorte au même niveau que les décrets ou en dessous. Elles n'ont pas le même champ d'application. Elles ne s'appliquent que sur le territoire de la collectivité locale concernée qui peut la prendre. Mais elle peut aussi avoir une incidence intéressante dans le domaine sur lequel vous allez travailler. Quelques éléments maintenant sur les grands principes. Alors, il existe déjà énormément de textes. Si on était venu avec tout ce qui existe, on aurait pu mettre des codes là tout autour de la table, mais ce n'était pas le but. Simplement pour attirer votre attention sur une espèce de grand cadrage à avoir en tête. Les grands principes qui irriguent tout le droit et qui sont de valeur supérieure à la loi et qui sont dans la Constitution elle-même, qui font partie de notre culture juridique et même de notre société. Le principe d'égalité, ça ne vous surprendra pas, qui en droit implique que à situation égale, le traitement doit en principe être égal. On peut faire des différences quand les situations sont différentes.
Mais les différences doivent être en rapport avec l'objet de la mesure. Alors, ça vous paraît peut-être abscon dit comme ça va être beaucoup plus concret. Ça a déjà été évoqué aussi, la taxe carbone ou les tentatives de taxe carbone. Il y en a eu qui ont été déclarées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel parce qu'il y avait des dérogations qui étaient prévues dans l'application de la taxe, dont le Conseil constitutionnel a jugé qu'elles n'étaient pas en rapport avec l'objectif de la mesure. Et dans ce cas-là, les différences de traitement sont illégales. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des différences, mais les différences, elles doivent être corrélées avec ce pourquoi on prend la règle. Le principe de liberté, il implique que quand on impose des restrictions ou des interdictions, elles soient justifiées par un motif d'intérêt général et elles soient proportionnées à la nécessité. Alors c'est tout ce qu'on applique en matière de police au sens large, de police administrative. Quand on interdit, quand on pose une interdiction, elle doit être justifiée par un motif d'intérêt général, par exemple l'ordre public en est un, la préservation de l'environnement en est un, et l'interdiction qu'on émet ou la restriction doit être adaptée à la nécessité. Le principe de l'égalité, c'est ce qui impose de respecter la hiérarchie des normes, c'est-à-dire le fait que la norme inférieure respecte la norme supérieure. C'est aussi, ça s'applique par exemple dans le principe de l'égalité des délits et des peines. Vous en avez peut-être entendu parler, ça veut dire qu'on ne peut pas sanctionner si on n'a pas au préalable défini quelle est la règle, quelle est l'interdiction ou quelle est la règle. On ne peut pas, en matière pénale, sanctionner si on n'a pas d'abord dit que c'est interdit de faire ceci ou cela. À vous signaler, lié à cela, la notion de sécurité juridique. C'est-à-dire que quand une situation est légalement acquise, par exemple par un contrat, on ne peut pas y mettre brutalement fin sans un motif d'intérêt général, éventuellement sans une indemnité ou sans une période transitoire. Ça, c'est à avoir à l'idée dans éventuellement le fait de prévoir des mesures transitoires, ce que j'ai évoqué dans la première fiche sur quand et éventuellement est-ce qu'on prend des mesures transitoires. Ça peut être nécessaire dans certains cas pour ne pas créer des situations qui soit placent dans une rupture d'égalité, soit portent atteinte à la sécurité juridique de situations légales installées. Et puis, on peut ranger dans ces principes transversaux l'objectif de développement durable, qui est inscrit maintenant dans la Constitution et qui se définit notamment par le fait que les politiques publiques doivent concilier la protection de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Spécifiquement en matière d'environnement, les fondements, ça a été évoqué tout à l'heure par Michel Badré, dans la Charte de l'environnement est affirmé le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et le devoir de chacun de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Le fondement, c'est que l'environnement est le patrimoine commun de tous les êtres humains et qu'il y a un besoin de solidarité entre les générations et entre les peuples, qui veut dire notamment concrètement ne pas épuiser les ressources, ne pas polluer de façon irrémédiable ou excessive. Le droit de l'environnement, il est construit sur quelques principes. D'abord, le principe de prévention, c'est-à-dire qu'on donne la priorité au fait d'éviter les atteintes à l'environnement. Si on n'a pas réussi à les éviter, réduire les effets négatifs ou les compenser. C'est notamment tout ce qui fonde le droit de la prévention des pollutions, des nuisances pour les installations qui peuvent avoir des effets dangereux, négatifs. C'est un droit qui repose sur le principe de prévention et de réparation, c'est-à-dire que toute personne doit contribuer à réparer les dommages qu'elle cause à l'environnement. On l'applique en particulier aux industriels et c'est corrélé au principe, à la règle dite du pollueur-payeur, c'est-à-dire que les coûts de la prévention et de la réparation sont à la charge de celui qui est à l'origine de la pollution au sens large, c'est-à-dire notamment, ça inclut le risque de pollution, la réparation, la gestion des déchets. Le principe de précaution, il se différencie de la prévention par le fait que la prévention, c'est quand on sait quel est le risque, quand on sait quel est le dommage qu'il peut causer et quand on est sûr du lien de causalité entre les deux. On sait par exemple que tel produit qu'on utilise, le mercure, je reprends un exemple encore qui a été donné tout à l'heure, le mercure qu'on utilise pour séparer l'or, s'il va dans la rivière, il polluera l'eau.
La précaution se différencie en ce qu'on sait quel peut être le risque, on sait quel peut être le dommage, mais on n'est pas sûr du lien de causalité entre les deux. Et dans ces cas-là, ce n'est pas parce qu'on n'est pas sûr qu'il ne faut pas prendre des mesures, on prend des mesures provisoires, notamment, et on essaye de mieux connaître, d'évaluer les risques et les dommages possibles. Et puis, ne pas oublier les droits d'information et de participation aux décisions en matière, aux décisions qui ont une incidence en matière d'environnement. Aujourd'hui, c'est une illustration avec votre participation. Voilà à grands traits quelques éléments de base, de fondamentaux. Peut-être le message principal, c'était de vous dire que ce que vous aurez conçu comme idée, si vous arrivez à l'exprimer, l'objectif clairement, ce que vous voulez faire, ne vous inquiétez pas de la traduction juridique qui peut en être donnée, c'est possible. Voilà. Il ne faut pas se limiter a priori par mais est-ce qu'on va faire comme ci ou comme ça. Et ensuite, un point aussi pour réagir par rapport à des choses compléter des choses qui ont été dites tout à l'heure. Quel type de règles choisir? Ça dépend aussi de l'objet et de l'objectif. Si on est face à éviter un risque de pollution, par exemple, toute la réglementation, ce qu'on appelle les installations classées pour la protection de l'environnement, c'est-à-dire en gros les usines qui peuvent être polluantes, c'est un principe de réglementation, d'interdiction ou de fixation de seuils, de normes, de règles, de contrôle et de sanctions. On ne va pas aller s'amuser à jouer à l'incitation quand on est face à un produit toxique ou face à un risque d'explosion de pollution. En revanche, quand on veut influencer des comportements sur le long terme, ce n'est pas forcément la réglementation qui est la plus adaptée, ça peut aussi être des incitations. Les incitations, elles sont notamment fiscales, mais pas seulement. Ça peut être aussi la valorisation de bonnes pratiques, l'encouragement d'initiatives, voilà, il y a plein de modalités. Donc ne vous les estimez pas contraints notamment par le tableau sur la hiérarchie des normes. Ce qui est vraiment le plus important, c'est savoir ce qu'on veut faire et pour quel objectif. Merci. Merci beaucoup Delphine et Dari.